Ok, très bien. Je vous remercie infiniment de votre présence nombreuse aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard, la patrie des hommes intègres est toujours la patrie qui fait office de référence dans bon nombre de domaines par rapport à la diffusion des idées, par rapport à l'échange d'idées et par rapport au combat pour le patriotisme, pour la résistance africaine de manière générale, face aux différentes formes de qui touchent nos populations. J'ai lu dans la presse avant-hier que c'était ma première étape en Afrique. Non, j'ai fait beaucoup de pays en Afrique pour le cadre de cette tournée L'Afrique libre ou la mort, du titre de mon dernier ouvrage, de mon 4e ouvrage, qui est sorti il y a de cela 1 mois et quelques maintenant. J'ai fait le Bénin, mon pays de résidence, pays qui m'a accueilli après mon expulsion par les sous-fifres du néocolonialisme français, que sont les présidents Macky Sall et compagnie. J'ai voulu faire le Togo, j'ai été interdit de rentrer au Togo par le dictateur Faure Gnassingbé Yadema, qui n'aime pas lorsque l'on parle de justice sociale, qui n'aime pas lorsque l'on parle de France-Afrique, parce que tous ceux qui sont dans la corruption, tous ceux qui sont dans la gabégie, tous ceux qui sont dans les détournements de fonds, n'aiment pas qu'on parle de la France-Afrique, puisque les détournements de fonds et la corruption de nos élites sont une partie constituante, justement, de cette France-Afrique. J'ai fait Madagascar, où j'étais invité au Forum international de l'économie pour parler de la France-Afrique, du néocolonialisme, et donc par conséquent aussi de la corruption de nos élites, et de la nécessaire résistance africaine de la société civile. Et j'ai été dans un camp de migrants où bon nombre d'Africains, notamment d'Africains de l'Ouest, mais pas seulement d'Africains francophones, sont présents en Italie, toujours dans le cadre de cette tournée L'Afrique libre ou la mort, parce que cela fait partie aussi de notre combat contre le néocolonialisme. Ce ne sont rien d'autre que des résultantes. Aujourd'hui, je décide de venir au Burkina Faso, ce n'est pas un hasard. 1 an et 3 jours après l'acte du billet que j'ai brûlé dans une manifestation internationale contre la France-Afrique, il n'y avait pas de hasard, il était de mon devoir de venir ici face à vous pour faire un bilan de notre combat, pour présenter mon nouvel ouvrage qui est un bilan et une synthèse de notre combat politique et qui dresse les perspectives. Comme certains d'entre vous le savent, probablement la majorité, nous sommes rentrés dans ce combat politique pour la souveraineté de nos populations d'Afrique de la zone franc, non pas, contrairement à ce que les médias français mythomanes veulent nous faire croire, par volonté de haïr la France ou de haïr les Blancs, mais parce que nous partons du principe que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Nous partons du principe qu'il n'y a pas de raison qu'en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient, en Occident, la majeure partie des populations ait accès à leurs ressources naturelles. La majeure partie, pas toujours. En réalité, la majeure partie du temps, ce sont les Occidentaux qui ont accès à leurs richesses naturelles. Les autres connaissent les guerres, puisque leurs richesses naturelles sont toujours spoliées par les puissances occidentales et les multinationales. Mais nous partons du principe qu'il n'y a pas de raison que certains aient accès à ces ressources naturelles, que certains soient en harmonie avec des conditions de vie décentes, et que la terre d'Afrique, qui est remplie de richesses, qui est remplie de matières premières, la terre d'Afrique qui peut être considérée comme la bijouterie du monde entier, ne puisse pas bénéficier à ses enfants, mais bénéficie à l'oligarchie d'Occident et à l'oligarchie corrompue africaine aussi. En ce sens, nous avons lancé, il y a un peu plus d'1 an et demi de cela, avec notre ONG Urgence panafricaniste, le front anti-CFA. Beaucoup de choses ont été dites dans cette presse internationale, et relayées par la presse africaine aussi. En l'occurrence que le front anti-CFA était un front contre le franc CFA uniquement. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour rappeler que c'est une erreur d'appréciation et une erreur d'information. Le front anti-CFA, CFA est l'acronyme de colonialisme français en Afrique. Je répète, colonialisme français en Afrique. Le front anti-CFA était donc un front contre, et est un front contre la France-Afrique et contre le néocolonialisme de manière générale. Ce n'est pas un hasard, il y a un coq qui vient. Quand nous parlons de France-Afrique, le symbole de la France s'approche de nous. Mais qu'il sache qu'il n'en a pas pour longtemps et qu'il finira comme poulet grillé bientôt lui aussi. Plus sérieusement, lorsque nous nous sommes lancés dans cette démarche, l'objectif qui était le nôtre était de mettre sur la table la problématique de la souveraineté au XXIe siècle. Toutes les personnes qui se sont levées pour dénoncer le dépouillage de nos ressources naturelles, pour dénoncer les détournements de fonds systémiques et endémiques de nos élites en concordance avec l'oligarchie française, ont été soit assassinés, soit incarcérés,
soit ils ont été isolés de telle sorte que le peuple se retourne contre eux, c'est Sékou Touré. J'ai une grande pensée pour celui qui est notre père à tous en ce qui concerne ce combat de résistance, qui est Thomas Isidore Sankara, qui nous a montré la voie sur la nécessaire manière de résister face à ce néocolonialisme-là. La chance qu'avaient nos aïeux à l'ancienne époque, c'est qu'ils pouvaient accéder aux plus hautes responsabilités et il y avait encore une notion de homme d'État. Aujourd'hui, malgré tout le respect que j'ai pour mes aînés, quels qu'ils soient à la tête de nos États, malheureusement le pouvoir n'est plus en leurs mains. Quoi qu'on en dise, la plupart sont, bon gré, mal gré, des serviteurs d'une cause que parfois ils n'apprécient pas. Mais ils savent que s'ils sont contre cette cause-là, ou du moins s'ils sont contre l'impérialisme français, ils seront assassinés et certains ne veulent pas prendre de risques. Et c'est cette raison qui nous a poussé, nous autres citoyens africains, à matérialiser l'adage qui dit « ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même ». Partant de ce principe, l'ONG Agence panafricaniste a créé ce front anticolonialisme français en Afrique, front anti-CFA, et a commencé à initier une certaine multitude d'actions visant à sensibiliser nos populations sur les problématiques au XXIe siècle du néocolonialisme de 1, et de 2, faire en sorte que la puissance française ne se sente plus autant en sécurité qu'avant au sein des masses africaines. De multiples actions ont été énoncées, nous le synthétisons dans notre ouvrage, qui est en réalité un livre boussole pour les prochaines générations et pour les générations actuelles, pour qu'elles puissent savoir exactement où nous en sommes et où nous allons. Et le point d'orgue de ces actions l'année dernière a été de manière symbolique de nous attaquer à l'un des aspects les plus matériels de cette France-Afrique. Lorsque nous parlons de France-Afrique, à la vendeuse d'arachides, d'accord, au boucher, etc., au fermier, à l'agriculteur, ça peut être abstrait pour lui. Mais quand nous parlons du franc CFA, et nous parlons de cet outil comme un outil de domination des autres sur nous, tout le monde comprend, même la personne la moins informée sur les questions de géopolitique. Et c'est pour cette raison uniquement que nous nous sommes prononcés sur cette question du franc CFA qui rentre de plein pied, hein, clairement et simplement, dans notre combat contre la France-Afrique. Alors nous avons décidé, c'est quelque chose en réalité que j'avais planifié depuis plus d'1 an, nous avons décidé le 19 août 2017 de passer à une autre étape en brûlant ce billet de franc CFA. Le bilan est sans appel. Lorsque nous avons brûlé le billet, le prolétariat qui pourtant n'a rien, qui vit en dessous des conditions les plus inimaginables possibles sur nos terres, a été la partie de la population en Afrique qui nous a le plus soutenus, de très loin. Ils ont compris le message qui était le nôtre. Un peu partout, je suis allé en Afrique et j'ai fait tous les pays d'Afrique francophone. Tous. Partout, c'était des masses d'Africains prolétaires qui nous remerciaient. Dans les villages, dans les grandes capitales, ou des gens d'un peu meilleurs, qui ont une meilleure condition de vie, mais qui sont, on va dire, la classe moyenne, entre guillemets, dans les aéroports, un peu partout dans le monde. Cette catégorie de la population nous a remerciés. Parce qu'ils ont compris que ce combat que nous menions était un combat pour eux. Cet acte m'a valu la prison. Dans l'une des pires prisons qui existent en Afrique francophone, et dans le monde peut-être, j'en sais rien, qui est la prison de Rebeuss. Où d'ailleurs est encore détenu de manière arbitraire mon ami et grand frère Khalifa Sall. L'un des opposants de Macky Sall, puisque Macky, comme il n'a pas le quotient intellectuel pour débattre avec ses opposants, il préfère les incarcérer ou les expulser. Le deuxième acte qui a été le sien, et qui a été celui des autorités sénégalaises, en collaboration avec le grand préfet de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence Alassane Ouattara, et en soumission par rapport aux ordres du président et du mari de Brigitte Macron, Emmanuel, a été de m'expulser. J'ai fait le choix en 2011 de rentrer en Afrique. Par amour de mon continent. Par amour de mon peuple. Parce que je pensais et je pense plus que jamais que le panafricanisme loin de l'Afrique, c'est comme un football sans ballon. Il arrive un moment où on est obligé d'être au milieu des conditions les plus dramatiques de notre population pour comprendre ce que notre peuple vit dans sa globalité. Alors j'ai décidé de rentrer.
j'ai gravi les échelons professionnels dans la société africaine en devenant un chroniqueur géopolitique avec une certaine audience dans les médias africains, notamment d'abord à la 2S TV, puis par la suite sur Vox Africa. J'ai été un temps directeur général d'Afrique Média au Tchad. Et toutes ces étapes m'ont permis de populariser la thématique de la souveraineté africaine auprès de nos populations. On gagne beaucoup moins lorsqu'on est en Afrique que lorsqu'on est en Occident, mais je suis rentré comme par choix. Je n'ai jamais été payé comme expatrié, mais comme Africain. Quelle a été la réponse de Macky Sall face à ce sacrifice effectué? Me séparer de ma famille, m'expulser, m'interdire de rentrer au Sénégal. J'ai fait en sorte qu'une partie de ma famille qui vit au Sénégal ne quitte pas l'année scolaire parce que je ne voulais pas bouleverser mes enfants qui ont vécu la plupart de leur vie à Dakar. Je ne voulais pas que mes choix politiques se répercutent sur eux. Le choix de Macky Sall a été et est de laisser les multinationales et l'impérialisme français piller nos ressources, mais de chasser ceux qui se battent pour protéger notre population contre les affres du néocolonialisme. C'est quelque chose, et je tiens à le préciser, que nous n'oublierons jamais. Après cette expulsion, le combat a pris une autre ampleur. Pour la première fois depuis la période des indépendances, les présidents français se sont sentis dans l'obligation de se prononcer sur la question de la souveraineté, qu'elle soit monétaire, politique ou culturelle, en 2017, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis qu'ils avaient fait assassiner notre aïeux Thomas Isidore Sankara. Les autorités françaises sont fortes pour soutenir les populations africaines qui veulent la démocratie, soi-disant. Ils disent que les populations africaines ont droit à la démocratie. Dans le même temps, ils payent les dictateurs africains et ils soudoient et ils financent certaines ONG africaines qui sont dans une démarche de promouvoir cette dite démocratie et cette bonne gouvernance. Mais lorsqu'on leur parle de la lutte contre la France-Afrique, qui est à la fois la dénonciation de la corruption endémique à l'intérieur de nos élites, mais aussi la dénonciation de la prédation systématique de l'oligarchie française, là, le discours commence à poser problème et nous avons été foncièrement diabolisés. À chacun de nos déplacements, et je suppose qu'il y a aussi certains représentants de l'ambassade de France ici dans l'Assemblée, comme disait Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, ce n'est pas la couleur de peau noire qui vous prémunit de la trahison. Un peu partout où nous allons, et où nous sommes allés, nous avons senti plus que jamais la présence française et les surveillances françaises grandir à un degré inimaginable. Il y a un an, jour pour jour, je pouvais aller dans tous les pays d'Afrique sans que cela ne pose aucun problème. Célébré partout, je rencontrais même certains dirigeants ou certains responsables. Mais depuis que le combat a pris cette ampleur et que nous avons réussi à toucher les masses, non pas uniquement sur la question de la dénonciation du franc CFA, mais sur l'attaque systémique et structurelle, la condamnation de la France-Afrique, les rideaux en Afrique ont commencé à se fermer bizarrement. Je pensais que quand on défendait les droits de l'Afrique, on allait avoir le soutien de nos dirigeants. Mais en un espace-temps record, je n'ai pas de souvenir d'ailleurs qu'on ait pu connaître ça dans l'histoire récente africaine. J'ai été interdit de rentrer dans 3 pays. À ma grande surprise. Donc le Sénégal, comme vous le savez, mais aussi la Guinée, qui pourtant n'utilise pas le franc CFA, et cela vous rappelle que le combat que nous menons ne se limite pas à la question du CFA, et dérange beaucoup plus qu'on ne le croit sur le terrain du néocolonialisme global et de la corruption de nos élites. Alpha Condé se présente comme le champion de la souveraineté africaine, en étant ami de Bernard Kouchner, en étant ami de Georges Soros, un ami de nombreuses ONG africaines. Mais le but de notre venue était de condamner la France-Afrique de 1, et à l'intérieur de cette thématique, condamner les dérives de corruption qui existent au sein de nos élites. Parce que une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. On peut condamner 1000 ans le colon et le vautour français. Et je ferai jusqu'à ce qu'on me tue ou que je disparaisse. Mais la condamnation des autres, de l'impérialisme du vautour français, n'aura aucun intérêt si nous ne combattons pas non plus la dérive et la corruption de nos élites endogènes. Parce que quand des élites sont censées servir le peuple, mais se servent de leur poste sur le dos du peuple,
Cela facilite le pillage de nos matières premières par le néocolonialisme français. Et donc, arrivé à Conakry, il y avait des milliers de personnes qui nous attendaient à l'aéroport. Tout le monde a eu l'occasion de descendre de l'avion. Et celui qui descend de l'avion qui veut descendre de l'avion pour voir les siens qui l'attendent à l'aéroport, se voit accueilli par des militaires surarmés qui lui disent « Vous ne pouvez pas fouler le sol guinéen. Nous avons appris que vous étiez une menace. Nous avons reçu l'information que vous étiez une menace pour l'ordre public. Que vos discours créaient des troubles à l'ordre public, alors que je tiens à le préciser, à part un vulgaire billet chiffonné que j'ai brûlé, il n'y a pas un acte, jusqu'à preuve du contraire, de troubles à l'ordre public que nous avons effectué. Et même pour cet acte pour lequel j'ai été arrêté, je tiens à rappeler que j'ai été innocenté par le tribunal au Sénégal, qui a reconnu que mon acte était symbolique et n'était pas un acte de trouble à l'ordre public. Il faut le préciser. Mais Alpha Condé pense qu'il est mieux d'accueillir Bernard Kouchner, la France-Afrique, la nuit tombée, et le jour faire croire que c'est un panafricaniste, alors que c'est malheureusement un des hommes qui détourne le plus de fonds à la tête de nos États sur le continent. Après cela, dans ce combat où nous avons sillonné la plupart des pays d'Afrique francophone, nous avons organisé un certain nombre de comités de résistance et d'antennes, de cellules d'urgence panafricaniste, à l'image de ce que notre frère et représentant d'urgence panafricaniste ici, Hervé Ouattara, président du CAR, un ami, un frère, a pu faire au Burkina. Cela s'est reproduit et s'est répété et se répète dans la plupart de nos pays d'Afrique francophone. On ne peut pas mener un combat sans sensibiliser. Et donc, par conséquent, notre méthodologie consiste d'abord à sensibiliser la jeunesse, sachant que la jeunesse est l'un des plus grands vecteurs d'information et de sensibilisation elle-même vis-à-vis du reste de la population. C'est une porteuse de tendance. Alors nous avons fait ce travail méthodique dans tous les pays, que je sois interdit de rentrer ou pas. Dernier événement en date, le Togo, comme je l'ai dit tout à l'heure, où nous devions aussi venir nous prononcer sur la question de la France-Afrique, parce que les élections arrivent à l'heure actuelle dans la plupart de nos pays. Certains c'est dans 3 ans, d'autres dans 2 ans, d'autres c'est à la fin de l'année, d'autres c'est l'année prochaine. On a des présidents qui étaient présidents déjà quand je n'étais pas né, et qui seront peut-être présidents quand je serai mort. Le devoir de tout panafricaniste, c'est de faire en sorte que le peuple puisse avoir accès à la prise de décision de la vie en cité. Demos kratein, pouvoir au peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'une caste qui méprise le reste. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour sa propre destinée. Certains m'ont dit, Kémy, mais tu t'éloignes du combat contre le franc CFA. Et je leur réponds, mes frères, vous n'avez pas compris. Le combat contre le franc CFA est un tiroir d'une armoire beaucoup plus grande qui est le combat contre la France-Afrique. Si nous changeons la monnaie aujourd'hui du franc CFA par une monnaie, je ne dis n'importe quoi, par exemple le Cori, Sankara ou peu importe le nom qu'on donnera à cette monnaie, qui serait une monnaie unique. Si on a toujours des dirigeants corrompus, est-ce que vous pensez que le franc CFA va sortir nos populations de cette pauvreté endémique? Oui ou non? Je vous pose une question à vous, journalistes. On la connaît, vous ne pouvez pas répondre, sinon certains vont perdre leur boulot, mais nous sommes tous d'accord sur cette réalité-là. La démocratie a ses limites dans nos pays. Et donc, oui, il faut continuer à mener ce travail comme nous le faisons, de sensibilisation sur cette problématique du franc CFA, mais la problématique principale doit être la lutte et l'analyse et le combat structurel et de fond contre la France-Afrique et donc par conséquent contre la dérive de nos élites qui ont décidé de 1 de se soumettre à l'oligarchie d'Occident et de 2, en accord avec cette oligarchie d'Occident, de détourner les fonds, les deniers des caisses de l'État. Ce combat nous vaut énormément d'inimitié. Si je veux vous citer le nombre de personnes, de diplomates, de ministres, de chefs de cabinet et dans certains cas de présidents qui nous parlaient énormément la nuit tombée, qui nous parlent toujours un petit peu aujourd'hui, mais qui ont peur, qui nous envoient des messages en disant « Kémy, on t'aime mais on ne peut pas te soutenir publiquement. Kémy, tu touches un terrain dangereux, difficile. Kémy, tu veux connaître la mort, comme si nous étions immortels.
quand je les entends, c'est à croire que nous allons vivre les siècles prochains et que donc par conséquent, il ne faut pas risquer de tomber. Mais nous mourrons tous. Et notre réponse est la même. Mieux vaut vivre en étant un homme libre, libre de toute contrainte, libre de tout chantage, libre de tout, éloigné de tout mensonge. Même si c'est dans la difficulté, même si c'est dans la menace quotidienne, même si c'est dans la répression systématique organisée par l'Occident. Je n'ai plus accès à aucun compte bancaire, je ne peux plus ouvrir de compte bancaire aujourd'hui. Mon nom est barré de Western Union et de MoneyGram parce que les autorités françaises ont présenté mon dossier comme étant le dossier d'une personne qui recevrait de l'argent pour le financement d'actions terroristes. Alors apparemment, quand un Africain veut la liberté, c'est du terrorisme. Mais quand eux pilent aux matières premières, c'est de l'humanisme. Eh bien, si c'est ça la définition de l'humanisme, nous sommes des terroristes avec fierté. C'est le message qui est le nôtre, et nous le disons avec sérénité. Ce livre a été préfacé par diverses personnes, diverses personnalités du monde intellectuel, du monde politique, mais parfois même du monde sportif. Tous sont des amis proches qui ont demandé, c'est pas moi qui me suis levé en disant je veux que tu préfaces. Tous, lorsqu'ils ont appris que j'étais en train d'écrire le livre synthétique de la résistance africaine au XXIe siècle que nous menons, la genèse, l'organisation, la résistance et les perspectives, ont dit qu'il serait important qu'ils accolent un mot, un message sur leur perception de notre combat, un message très court, synthétique, sur la perception de notre combat, pour comprendre, pour que l'humanité comprenne que ce n'est pas un combat simplement, soi-disant de noir contre blanc, mais c'est un combat d'opprimés contre les oppresseurs. Ce livre a été préfacé en priorité par un homme pour lequel je voue une estime profonde, qui est Biram Da Abeid, le prix des droits de l'homme des Nations Unies 2013, qui est actuellement incarcéré en Mauritanie, parce qu'il lutte contre l'esclavagisme des Noirs par la minorité Beïdan, la minorité berbère. Il a été incarcéré encore récemment, et il avait apposé sa préface en remerciement au combat que Urgence panafricaniste avait mené pour contribuer à libérer 8 prisonniers politiques qui avaient été faits donc prisonniers en Mauritanie pour dénoncer ce système esclavagiste. Je tiens à profiter de cette conférence de presse pour préciser au gouvernement mauritanien que Biram est en prison, mais que si le gouvernement mauritanien veut la sérénité, il va falloir tôt ou tard le libérer de charges mensongères qui sont présentées contre lui. Parce que nous sommes spécialistes, nous autres urgences panafricanistes, nous sommes spécialistes pour empêcher certains dirigeants de dormir. Que le gouvernement mauritanien retienne ça. Le racisme ne passera pas sur le continent africain au XXIe siècle. J'en profite aussi. La deuxième personne qui a préfacé cet ouvrage est l'un des philosophes les plus importants du monde aujourd'hui, considéré par le gouvernement américain comme l'un des philosophes les plus dangereux de la planète, mais considéré par les populations du monde, dans les sociétés anti-impérialistes, comme étant le concepteur d'une nouvelle voie. C'est l'un des conseillers les plus influents de Vladimir Poutine, le grand Alexandre Douguin. Sa préface vaut 1000 mots. Sa compréhension de notre combat rappelle une chose. Ce n'est pas un combat de noir contre blanc. C'est un combat, je le répète, de ceux qui résistent à l'impérialisme sous toutes ses formes. Dire cela ne signifie pas que je suis aveugle sur certaines réalités de notre peuple en Russie. Parce que je suis toujours quelqu'un de très clair dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Les alliés, les ennemis de mes ennemis peuvent être mes amis pendant un temps. Ça ne veut pas dire que ça sera mes amis éternellement. Mais je remercie Alexandre Douguin de sa compréhension et de sa lucidité par rapport au combat politique que nous menons. Les mots qu'il a énoncés sont des mots lourds de sens. Et il n'était pas obligé de le faire. Cela, sa présence sur ce livre, rappelle la nécessaire compréhension des enjeux géopolitiques dans notre combat politique. Certains font tête baissée en pensant que le combat, c'est juste un combat pour la démocratie ou un combat contre l'impérialisme français, en oubliant le contexte global et géostratégique dans lequel se déroule notre lutte. Il y a deux mondes aujourd'hui qui s'opposent. Ce n'est pas le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, ce sont des bullshit, tout ça. C'est terminé, depuis l'effondrement du mur de Berlin. Mais en géostratégie, on parle de deux axes.
l'axe atlantiste, c'est-à-dire l'axe influencé par l'oligarchie d'Occident, qui veut le globalisme, le mondialisme néolibéral d'un côté, qui veut déraciner les sociétés, uniformiser les sociétés, certains diraient même McDonaldiser les sociétés, contre les sociétés dites traditionnelles, celles qui veulent préserver leur identité, celles qui ne veulent pas qu'on leur impose des choses contre nature, celles qui ne veulent pas qu'on leur impose des schémas qui peuvent être normaux en Occident, mais qui ne sont pas normaux pour nous. Dans ce bloc des nations traditionnelles, il y a quelque part en réalité les héritiers des nations non alignées. Sauf qu'auparavant c'était non aligné sur le bloc de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui c'est non aligné sur l'axe forcé de l'atlantisme. On retrouve à l'intérieur de ces nations la Russie. On retrouve à l'intérieur de ces nations l'Iran. On retrouve à l'intérieur de ces nations le Venezuela et Cuba, même s'ils sont dans des situations difficiles. On retrouve dans cette situation la plupart des pays d'Amérique latine. On retrouve dans ces situations, sur certains aspects, certaines nations asiatiques. Et il est de notre devoir en tant que front anticolonialisme français en Afrique et urgence panafricaniste, de préciser que nous nous tenons dans ce bloc au milieu des nations qui résistent à l'oligarchie d'Occident. Dire cela ne nous rend pas stupides et naïfs. Je ne crois pas aux nations providentielles qui viendront aider les pauvres nègres qui s'apitoient sur leur propre sort. Personne ne pourra aider l'Afrique plus que l'Africain lui-même. Mais, quand l'oligarchie française voit que ceux qu'elle combat commencent à se parler, à échanger et partager, c'est quelque chose qui dérange profondément ses intérêts, et cela signifie que nous sommes donc sur la bonne voie. La troisième personne qui a préfacé cet ouvrage est d'une légende de la résistance dans les Caraïbes francophones, un afro-descendant, ce que certains appellent un antillais, je n'aime pas ce terme, Élie Domota, syndicaliste guadeloupéen, quelqu'un qui défend le droit de notre population noire en Caraïbes, là où notre population vit en majorité, mais est ostracisée par une minorité qui détient toutes les richesses. Ces mots étaient nécessaires pour rappeler que quand on dit l'Afrique libre ou la mort, ce n'est pas simplement l'Afrique physique. C'est l'Afrique au sens de peuple, c'est-à-dire que partout où nos populations sont installées, ce combat pour la souveraineté est un combat vital, et le combat pour la souveraineté des nôtres dans la diaspora est le même que le combat pour la souveraineté des nôtres sur le continent. La quatrième personne à avoir préfacé cet ouvrage est Pedro Biscay. Pedro Biscay est l'ex-directeur de la Banque centrale d'Argentine. Un avocat spécialiste de la corruption financière. Qui a été un grand soutien, et qui est un grand soutien dans notre combat pour la souveraineté africaine dans sa globalité, et y compris aussi souveraineté politique, mais aussi donc monétaire. C'est un Argentin, c'est un péroniste, c'est un tiers-mondiste. Quand vous voyez sa tête, vous comprenez qu'il n'est pas noir. C'est un latinos, comme on dit. Mais sa présence rappelle une chose. Nous pensons et nous croyons aussi fortement cette démarche tricontinentale. L'alliance des populations d'Amérique latine, l'alliance des populations d'Afrique et l'alliance des populations d'Asie. Nous croyons fortement que la lutte contre le néocolonialisme passera aussi par cette voie. D'où l'importance de la compréhension des enjeux géopolitiques. Les quatrième et cinquième personnes sont des Béninois. Une personne qui a risqué beaucoup, c'est quelqu'un qui nous soutient depuis longtemps, mais qui a risqué beaucoup en se prononçant publiquement, qui est l'acteur que vous connaissez peut-être, qui a joué dans Amistad. Oui. Qui a joué dans Amistad, qui a joué dans Blue Diamond, qui est l'acteur Djimon Hounsou, que certains d'entre vous connaissent, qui est un acteur assez célèbre à Hollywood. En se présentant aux côtés de ceux qui combattent de manière viscérale le néocolonialisme occidental, il a risqué gros. Mais son acte est un acte héroïque et courageux, et rappelle que notre combat n'est pas simplement un combat compris par les prolétaires. Même ceux qui ont un peu plus de moyens comprennent notre lutte profondément. Et c'est important de le rappeler. Ce n'est pas un combat sectaire, c'est le combat aujourd'hui qui est le plus partagé par la jeunesse africaine et par la jeunesse du monde entier en ce qui concerne la population noire en réalité.
L'autre est l'ancien ministre de la Culture, Gagnou Soglo, fils de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo. Ces deux personnes nous soutiennent et sa signature est la signature aussi bien de son père que de lui-même. Et cela nous rappelle que ceux qui sont dotés de raison dans les hautes sphères institutionnelles comprennent le combat qui est le nôtre. Et c'est aussi important de le préciser, de le rappeler. Et enfin, cerise sur le gâteau, mais c'est cerise sur le gâteau sur le terrain affectif. Le dernier qui a préfacé est un ami, un frère qui a soutenu énormément et soutient énormément nos déplacements et les activités de l'ONG. Contrairement à certaines ONG burkinabées ou autres en Afrique francophone, nous ne sommes pas très riches. Nous n'avons pas beaucoup de financement. On n'a pas les financements de l'OCIWA ou de l'Agence française de développement ou autres. Mais je ne cite personne. Et contrairement à ce que la presse française a, et encore, c'est même pas la presse française, c'est une minorité qui a voulu faire croire cela, nous ne sommes pas financés par l'Iran. C'est ce que certains ont voulu faire croire pour essayer de blacklister notre combat, mais la masse n'a pas pris. Et si on avait été financé par l'Iran, les services de renseignement français qui me suivent depuis des années auraient fait en sorte que ce soit la une des médias et que ce soit connu et compris de tous. Non, comme ils savent qu'ils n'ont pas les preuves, ils ont voulu essayer d'intoxiquer les choses. Et comme moi je suis un provocateur, quand on me dit que le pire ennemi de l'Occident me finance, même si ce n'est pas vrai, je dis oui, oui, c'est vrai. Comme ça, ils ont peur. Mais nous ne sommes financés, et je le dis très clairement aujourd'hui, que par des gens courageux, footballeurs, amenés par des Nicolas Anelka qui ont énormément épargné quand ils avaient leur carrière, et qui aujourd'hui ont énormément d'argent. Des gens comme Dembaba, et d'autres footballeurs qui sont en activité, si je prononce leur nom, ils risquent de se retrouver remplaçants rapidement. Donc, par amour pour ces derniers et par amour pour leur soutien financier, je ne vais pas énoncer leur nom. Mais bon nombre de footballeurs africains que vous voyez aujourd'hui, ou que vous voyez, quand je dis footballeurs africains, c'est aussi bien sur le continent qu'en équipe de France, puisque la France, aujourd'hui, c'est une Afrique qui a gagné, quoi que certains veuillent en dire. Eh bien, un certain nombre d'entre eux ont compris notre combat. Et c'est aussi ça, le fait que j'ai grandi, que je suis né en France, que j'ai grandi là-bas. Quoi que j'en dise, je suis un afro-descendant. Pas l'africanisme, mais je suis un afro-descendant. Je ne renierai jamais ce fait. Et cela m'a permis d'avoir une certaine expérience commune avec certains frères. Moi, je suis rentré dans la voie politique. D'autres sont rentrés dans la voie footballistique. Mais la solidarité commence aussi là. C'est de se dire que quel que soit notre secteur d'activité, quand quelqu'un est au charbon pour le reste de la population, on doit le soutenir. Eh bien, je remercie profondément ces frères. Et cela est une illustration que le combat peut être aussi financé, même si nous n'avons pas beaucoup, mais de manière endogène. Nous ne sommes pas toujours obligés d'aller mendier à l'Agence française de développement. Nous ne sommes pas toujours obligés d'aller mendier aux officines occidentales, internationales. Il y a eu, il y a quelque temps, un forum en Afrique francophone, je ne dirai pas où et je ne citerai pas le forum, qui réunissait toutes, soi-disant, de nombreuses ONG africaines qui luttent pour la démocratie. Ce forum a été financé par la Ford Foundation, qui est une organisation néolibérale occidentale. Certaines organisations burkinabées y étaient, je ne les citerai pas. D'autres y étaient, en Afrique aussi. Certains y sont allés de bonne foi sans savoir quelle était la stratégie derrière de l'oligarchie occidentale. D'autres savaient très bien ce qu'ils faisaient. Nous partons du principe que nous ne luttons pas pour la démocratie en ayant pour objectif de nous accoquiner avec une nouvelle génération d'oligarques français. Nous faisons partie de ceux qui pensent que lorsqu'ils se font violer une dizaine de fois, une centaine de fois, par une entité qu'on va appeler au hasard la France, au hasard, il arrive un moment où lorsqu'elle vient la 101e fois nous proposer de nous briser l'anus, pour parler crûment, eh bien nous nous disons, on a goûté. C'est la démarche qui est la nôtre. Dire cela ne signifie pas, quand on dit on ne vous veut plus, que nous sommes contre les Français. Moi qui vous parle comme mon ami Nicolas Anelka, comme mon ami Dembaba, même s'il joue pour le Sénégal, comme mon frère Nouadiko qui joue en Angleterre, comme mon frère Brian Dabo qui joue à la Fiorentina et d'autres, je suis né en France.
J'ai grandi en France. J'ai des amis qui sont blancs. Même si la majorité est noire, c'est un fait. Et donc, je ne prendrai jamais, contrairement à ce que les médias qui veulent nous diaboliser parce qu'ils savent que notre message est dangereux pour eux, je ne prendrai jamais la haine contre les blancs. Il y a eu des débats stupides de gens qui ont dit si c'est un panafricaniste, il faut qu'il brûle sa nationalité française. Ces gens-là qui sont ignorants de l'histoire ne savent pas que le panafricanisme est né dans la diaspora et pas sur le continent. Ce sont des gens qui étaient dans la diaspora, qui ont conceptualisé le panafricanisme. Tout le monde le sait quand on étudie un minimum. Et nos résistants ont repris ce courant qui venait de la diaspora et l'ont matérialisé sur le continent. Donc le panafricanisme de certains qui pensent que pour être panafricain, vous ne pouvez pas être né en France et être panafricain, ou vous ne pouvez pas être né en Angleterre ou être panafricain, vous ne pouvez pas être né aux États-Unis et être panafricain. Dans ce cas, rayez le mot panafricanisme de votre vocabulaire, parce que le mot panafricanisme est un terme de la diaspora. C'est un premier terme à savoir. Bien que né en France, bien qu'ayant grandi en France, j'ai fait le choix de rentrer en Afrique, de prendre le passeport béninois. Ça n'a pas été facile. Ça a été une longue série de démarches, alors que normalement les enfants d'Afrique devraient l'avoir facilement. Mais je l'ai fait par amour de ma population. Là où certains sont prêts à quitter le continent pour vivre en Occident, j'ai fait le chemin. Mais ne me demandez pas de renier le fait que je suis né en France pour faire plaisir à certains. Je suis né en France, ça fait partie de ma vie, tout comme Aimé Césaire qui est né en France, tout comme Frantz Fanon qui est né en France, et tout comme bon nombre de gens sont nés en France, mais combattent contre l'impérialisme français. En termes de perspective et de conclusion avant les questions, parce que c'est pour ça que je suis venu en priorité, je tiens à préciser que le front anti-CFA va se montrer très présent. Et l'urgence panafricaniste va se montrer, dans le cadre de notre lutte contre la France-Afrique, très présent dans le cadre des élections à venir dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Très présent au sens que nous soutiendrons les candidats qui auront une politique souveraine. Pas que dans les mots, parce que bien souvent, les élections en Afrique, c'est comme les jours de Noël. Tout le monde vient en vous promettant une liste de cadeaux illimitée. Et une fois que Noël est passé, vous vous retrouvez avec un poulet avarié. Eh bien, nous ferons en sorte d'appuyer ceux que nous croyons sincères, même s'ils se font de plus en plus rares, et de faire en sorte, si nous ne croyons en personne dans certains cas, ça arrive souvent, de nous faire entendre énormément pendant la période des élections. Par des actions politiques, coup de poing, par des actions politiques qui feront comprendre à nos élites qu'il n'est pas trop tard pour choisir le peuple africain plutôt que l'impérialisme français. Le combat, certains parlaient du printemps arabe, même si ça a été une révolution cooptée, mais l'orage africain dont parle mon frère et ami, mon aîné, Sylvestre Amoussou, arrive bientôt. Nous sommes en train de préparer cela au quotidien. C'est pour ça que l'impérialisme français et ses sous-fifres se déchaînent contre nous. C'est parce qu'ils voient à quel point le message passe au sein de la jeunesse africaine. Il y a quelques années, les scènes que l'on a vues l'année dernière, quand les étudiants, même s'ils n'étaient pas forcément des plus outillés, mais qu'on a vu de jeunes étudiants burkinabés extrêmement fiers et courageux, qui parlaient au président français avec leurs mots. Certains les ont critiqués en disant oui, mais il fallait être plus précis. Non, il ne faut pas juger la jeunesse, il faut l'accompagner. Mais il y a quelques années, cette démarche de cette jeunesse africaine n'aurait même pas pu exister. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de prendre conscience, et ce n'est pas le combat de Kémy Séba. Je ne suis qu'un des porte-voix les plus visibles et audibles. Mais ce sont des millions d'Africains qui sont en train de se prendre en main. Et nous disons, nous sommes au début du XXIe siècle. Mais d'ici quelques temps, la France-Afrique, je le dis comme je le pense, même si ça doit se finir par le sang, ne sera plus qu'un souvenir. Parce que nos parents, nos aïeux, ont commencé une lutte pour la décolonisation, elle n'a jamais été terminée. Mais c'est nous qui allons la conclure. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et les questions peuvent venir. Merci infiniment.